Le roi guerrier spartiate Léonidas Ier venait d'une lignée familiale si tordue qu'elle ferait même pâlir les Lannister. Quand vint le moment pour Léonidas de choisir une épouse, il puisa une inspiration sombre dans les inclinations dépravées de ses ancêtres. Mais avant d'en arriver là, plongeons dans la vie du roi Léonidas Ier de Sparte. Il est le roi guerrier le plus légendaire de l'histoire. Avec ses 300 braves Spartiates derrière lui, le roi Léonidas s'est dressé contre le puissant envahisseur Xerxès et l'a stoppé net dans son élan. L'histoire a été racontée et re-racontée d'innombrables fois. Mais quelle part de ce que nous avons entendu est vrai? Il s'avère que le Léonidas impitoyable cache bien plus que ce que nous avons vu à l'écran. Léonidas descendait de la lignée légendaire des rois Hadjiades. Remontant à des siècles en arrière, Léonidas et sa famille prétendaient être les descendants du mythologique Héraclès. C'est un miracle que Léonidas soit même né. Pendant des années, son père, Énixandridis, et sa mère, dont le nom s'est perdu dans l'histoire, n'ont pas réussi à avoir d'enfants. Finalement, l'absence d'héritier commença à rendre les élites spartiates nerveuses. Les efforts, le puissant conseil des officiels qui aidaient à gouverner Sparte, exigèrent qu'Énixandridis quitte la mère de Léonidas pour prendre une nouvelle épouse. Cela aurait changé l'histoire grecque telle que nous la connaissons. Mais Énixandridis avait une meilleure idée. Il aimait profondément sa première épouse, mais il savait que les efforts pouvaient être des ennemis dangereux. Alors, il trouva un compromis. Il prit une seconde épouse, tout en restant marié à la mère de Léonidas. Cela apaisa les efforts nerveux, mais cela causa rapidement de sérieux problèmes à la cour spartiate. À peine Énixandridis avait-il pris une seconde épouse que celle-ci lui donna un fils. Cléomène et Sparte avaient enfin un héritier, et les efforts relâchèrent la pression sur Énixandridis. Mais les hautes sphères de la société spartiate restaient rarement calmes pour longtemps. Peu après la naissance de Cléomène, la première épouse d'Énixandridis donna enfin naissance à un fils, Dorius. Soudain, il y avait trop d'héritiers. Et dans un endroit aussi impitoyable que Sparte, cela ne pouvait pas bien se terminer. Au moment où Léonidas naquit, il était techniquement troisième dans l'ordre de succession au trône à la mort de son père. Cela peut sembler loin, mais nous parlons de Sparte. Peu d'hommes spartiates vivaient jusqu'à un âge avancé. Il n'est donc pas surprenant que les deux frères aînés de Léonidas aient connu un destin tragique. Quand Énixandridis mourut, son fils aîné, le demi-frère de Léonidas, Cléomène, monta sur le trône. Mais tout le monde n'était pas satisfait de cela. Dorius, le premier fils de la première épouse d'Énixandridis, fonda sa propre colonie en Afrique, mais fut finalement contraint de l'abandonner. Il tenta ensuite de s'établir en Sicile, mais il se mit à dos la mauvaise personne et fut tué. Cela laissa Léonidas avec un seul frère aîné, le roi Cléomène, mais il n'eut pas à attendre longtemps avant que Cléomène ne connaisse une fin tout aussi sombre. Pendant la majeure partie de son histoire, Sparte avait en réalité deux rois à la fois. Ainsi, lorsque Cléomène était roi, il régnait aux côtés d'un homme nommé Démarate. Mais les deux étaient des ennemis jurés, et leur querelle offrit à Léonidas l'occasion parfaite de prendre ce qui lui revenait. Comme son frère, Cléomène était un féroce roi guerrier, et son règne vit Sparte devenir une cité-État puissante et redoutée. Mais bientôt, sa vie prit une tournure sombre. Après avoir été pris en flagrant délit de complot contre son co-roi, les Spartiates exilèrent Cléomène. Il commença rapidement à rassembler une armée pour reprendre son trône par la force si nécessaire. Les Spartiates savaient qu'une guerre civile pourrait les déchirer, alors ils autorisèrent Cléomène à revenir. Mais lorsqu'ils posèrent les yeux sur lui, ils n'en crurent pas leurs yeux. Selon des sources historiques,
Cléomène était complètement fou à son retour dans sa patrie. Il ne pouvait pas être autorisé à mener Sparte à la ruine. Alors, Léonidas, son propre frère, le trahit cruellement. À peine Cléomène fut-il de retour, que Léonidas ordonna à ses hommes de jeter son frère en prison. Que ce soit la folie ou le chagrin face à la trahison, Cléomène mit fin à ses jours peu après. Léonidas prit sa place comme roi après la mort de Cléomène, une chose qu'il considérait clairement comme son droit. Dans une histoire célèbre, quelqu'un tenta de le rabaisser en lui lançant avec mépris. « Hormis le fait d'être roi, tu n'es pas du tout supérieur à nous. » Léonidas, cependant, ne se laissa pas faire. Dans une répartie mémorable, il répondit « Mais si je n'étais pas meilleur que vous, je ne serais pas roi. Ce type avait de l'assurance, je dois lui accorder ça. Et il allait avoir besoin de chaque once de cette confiance pour ce qui l'attendait. » Certes, Léonidas avait un certain complexe de supériorité, mais au moins, il avait les preuves pour le soutenir. Alors que les fils aînés des rois spartiates étaient exemptés de l'agogée, le programme d'entraînement brutal de Sparte, Léonidas n'eut pas cette chance. Il passa son enfance à lutter pour sa vie aux côtés des autres garçons spartiates, et il s'en sortit brillamment. Quand il monta enfin sur le trône, il était l'un des hommes les plus redoutables de son temps. Une leçon que les Perses allaient apprendre à leurs dépens. La légende de Léonidas commençait déjà à grandir lorsque Xerxès marcha avec son immense armée sur la Grèce. Quand les dirigeants des cités-États grecques se réunirent pour décider qui mènerait leurs forces contre les Perses, ils choisirent unanimement Léonidas peu après. Leur confiance en lui fut récompensée lors d'une des batailles les plus légendaires de l'histoire. Léonidas accepta le commandement des forces grecques, malgré une sombre prophétie de la mystérieuse oracle de Delphes, qui prédisait sa mort certaine. Les paroles sinistres de l'oracle présentaient un ultimatum. Si les Perses envahissaient, soit la ville de Sparte serait réduite en cendres, soit les Spartiates pleureraient un roi mort. Pour les Grecs, l'oracle était une ligne directe avec les dieux, et ils prenaient ces paroles très au sérieux. Peut-être que d'autres hommes auraient hésité, mais Léonidas ne craignait pas la mort. Il partit affronter les Perses pour voir la prophétie de l'oracle se réaliser. Selon l'historien Hérodote, la prophétie de l'oracle pourrait être une des raisons pour lesquelles Léonidas emmena si peu d'hommes pour affronter Xerxès à Thermopyle. Léonidas savait qu'il menait ses hommes à une mort certaine. Alors, il prit la difficile décision de s'assurer que la lignée spartiate perdure. Il ne choisit que des soldats ayant des fils vivants pour porter leur nom. Xerxès fit marcher son armée en Grèce, à un moment particulièrement inopportun pour Léonidas et les Spartiates. Il arriva pendant la Carneia, une fête religieuse extrêmement sacrée. La Carneia était si importante que la loi spartiate interdisait toute guerre pendant la fête. Il fallait que ce soit sacré pour arrêter les Spartiates de se battre. Fête ou pas, les efforts réalisèrent que l'armée de Xerxès n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient ignorer. Dans une décision sans précédent, ils autorisèrent Léonidas à quitter la Carneia plus tôt et à prendre une avant-garde pour tenir Xerxès en échec, les 300 Spartiates. Mais contrairement à ce que la plupart des récits veulent nous faire croire, l'armée de Léonidas ne se limitait pas à cela. Léonidas quitta réellement Sparte avec 300 de ses meilleurs soldats. Mais la plupart des histoires omettent les 900 Hilotes, ou esclaves spartiates, qu'ils emmenèrent avec eux. Ajoutez à cela les nombreux autres soldats grecs qui les rejoignirent, et l'armée de Léonidas comptait en réalité jusqu'à 7000 hommes au total. Mais bon, je comprends, 300, ça sonne beaucoup plus cool. Bien que Léonidas commandât une force bien plus grande qu'on ne nous l'a fait croire, elle restait absolument minuscule face à l'immense armée de Xerxès.
Nous avons déjà évoqué pourquoi Léonidas emmena si peu d'hommes. Mais certains historiens pensent qu'il y a une autre raison pour laquelle le roi guerrier laissa tant de bons soldats derrière lui. Il pensait que si les autres Grecs le voyaient marcher avec assurance avec sa petite armée contre Xerxès, ils auraient honte et rejoindraient la résistance. À Thermopyle, Léonidas se battit pour tous les Grecs, mais si certains Spartiates avaient eu leur mot à dire, ils n'auraient même pas été là. Sparte est située sur le Péloponnèse, une grande péninsule, reliée au continent uniquement par l'étroit isthme de Corinthe. De nombreux Spartiates pensaient que Léonidas devrait établir ses défenses à l'isthme, abandonnant le reste de la Grèce aux loups. Cette idée terrifiait les autres cités grecques qui auraient été laissées sans défense. Mais dans une décision choquante, Léonidas ignora ses camarades et accepta de défendre Thermopyle. Thermopyle est un col de montagne dans le centre de la Grèce. Son nom se traduit par « porte chaude » et c'est l'endroit parfait pour qu'une petite force retienne une grande armée. Malheureusement, il a un défaut fatal, un petit chemin traître qui contourne le col principal. Les habitants locaux avertirent Léonidas de ce chemin. Alors il laissa un groupe de 1000 soldats phocéens pour le garder. Tout son plan reposait sur ces hommes, mais comme il l'apprendrait lors de son dernier jour sur terre, sa confiance en eux était mal placée. Bien que les récits dépeignent Xerxès comme un tyran cruel et assoiffé de sang, le roi perse tenta au moins la voie diplomatique. Et pour être honnête, ces conditions semblaient plutôt justes. Les Grecs auraient conservé leur liberté. Ils auraient simplement dû accepter le titre d'amis du peuple perse. Xerxès leur offrit même la possibilité de s'installer sur des terres bien plus fertiles que celles qu'ils possédaient. Si vous voulez mon avis, ça ressemble à une offre en or, mais Léonidas était d'une autre trempe. Quand il entendit l'offre de Xerxès, sa réponse fut littéralement légendaire. Léonidas refusa l'offre d'amitié de Xerxès, alors Xerxès lui fit une seconde proposition. Il envoya à Léonidas un message simple. « Remettez vos armes. » La réponse de Léonidas fut tout aussi laconique. « Viens les prendre. » Le film 300 de Zack Snyder est rempli de répliques cool et mémorables de Léonidas. Et il est remarquable de voir combien d'entre elles proviennent réellement de sources historiques. Par exemple, il y a l'histoire où l'un des soldats de Léonidas se plaignit que les Perses avaient tant d'archers que leurs flèches empêcheraient de voir le soleil. Selon l'historien antique Plutarque, Léonidas répondit en réalité « Ne sera-ce pas agréable, alors, si nous pouvons combattre à l'ombre ?» Bien que plusieurs sources antiques affirment que l'armée de Xerxès comptait des millions d'hommes, les historiens modernes sont un peu plus conservateurs. Il est bien plus probable que la force perse comptait entre 70 000 et 300 000 hommes. Cela signifie que, même dans l'estimation la plus basse, les Grecs étaient en infériorité numérique. De 10 contre un Thermopyle aurait dû être un massacre total, une anecdote insignifiante qui n'aurait même pas marqué les livres d'histoire. Mais Léonidas s'assura que la bataille serait gravée dans les mémoires pour toujours. Selon tous les témoignages, Xerxès n'avait vraiment pas envie de s'embêter avec les Grecs et leurs petites forces de défense. Après leur avoir d'abord offert l'amitié, puis leur avoir demandé de rendre leurs armes, il attendit 4 jours entiers dans l'espoir que Léonidas reprendrait ses esprits et fuirait. De toute évidence, Xerxès ne connaissait pas l'homme qu'était Léonidas, mais lorsqu'il décida finalement d'attaquer, il l'a pris à ses dépens. Léonidas ne choisit pas les portes chaudes, juste parce que le nom était cool. L'endroit où il positionna ses hommes avait l'océan d'un côté et des falaises abruptes et infranchissables de l'autre. Le seul chemin possible passait directement à travers l'armée grecque, et le 5e jour, c'est exactement là que Xerxès envoya ses troupes. On peut imaginer que l'armée perse
se sentait plutôt confiante en regardant la petite force grecque. Mais cette confiance ne dura pas longtemps. Selon l'historien Ctésias, la première vague de Perses envoyée fut taillée en pièces, tandis que les Grecs ne perdirent de que 2 ou 3 hommes en retour. Xerxès envoya, vague après vague d'hommes, contre la formation de Léonidas. Et il regarda avec horreur chacune d'elles être réduite en lambeaux. Il avait installé un trône à portée de vue de la bataille, et des sources rapportent qu'il bondit de son siège à 3 reprises alors que ses hommes étaient décimés sous ses yeux. Ses forces régulières ne fonctionnaient clairement pas, mais Xerxès avait un atout dans sa manche. Les Immortels étaient le groupe de soldats le plus redouté de l'armée de Xerxès, représentaient ce que l'immense empire perse avait de meilleur à offrir. Après l'échec de ses troupes régulières, Xerxès lâcha les Immortels sur Léonidas, et les Spartiates les repoussèrent avec facilité. Les Immortels étaient des mortels, mais ils n'étaient pas de taille face aux Grecs. Le roi perse endura ce massacre pendant 2 jours entiers. À la fin du 2e jour, 10 000 de ses hommes, y compris ses 2 propres frères, gisaient morts sur le champ de bataille. Si cela avait continué plus longtemps, peut-être que Xerxès aurait abandonné son invasion. Mais alors, un seul Grec s'introduisit dans le camp perse et murmura à l'oreille du roi. Le Grec qui entra dans le camp de Xerxès s'appelait Éphialtès, et il y a une raison pour laquelle son nom devint synonyme de cauchemar en grec peu après. Bien que le film 300 en ait fait un Spartiate difforme et rejeté, en réalité, sa motivation était bien plus simple. La cupidité, Éphialtès supposa que les Perses le rendraient riche s'il trahissait sa patrie, et c'est exactement ce qu'il fit. Éphialtès révéla à Xerxès l'existence du chemin secret à travers les montagnes et guida personnellement les forces perses derrière Léonidas et ses hommes. Mais ne vous inquiétez pas, Léonidas avait laissé ce groupe de soldats phocéens pour protéger leurs flancs, n'est-ce pas? Disons simplement que cela ne s'est pas déroulé comme prévu. Quand les phocéens virent l'armée perse approcher par le chemin, cachés, ils se mirent rapidement en position défensive. Ils supposèrent que les Perses, assoiffés de sang, se jetteraient contre leurs boucliers, mais les phocéens commirent une erreur fatale. En formant leur regroupement, ils laissèrent le chemin vers Léonidas complètement libre. L'armée perse tira quelques flèches en direction des phocéens, puis continua simplement à marcher vers la principale force grecque. Oups, c'est l'incarnation même de « tu avais une seule mission ». Léonidas apprit qu'il avait été contourné à l'aube du 7e jour. Il convoqua un conseil de guerre d'urgence et prit une décision choquante. Il renvoya la grande majorité des forces grecques chez elles. Bien que Léonidas et les autres Spartiates ne reculeraient jamais, il réalisa que leur cause était perdue et que les Dandys grecs restants feraient mieux de vivre pour combattre un autre jour. Mais pas Léonidas. Il savait que la mort était certaine, mais lui et ses hommes restèrent de quand même, suivant la maxime spartiate. Reviens avec ton bouclier, ou sur lui. C'est donc là que vient la légendaire histoire des 300 Spartiates, tenant seuls face à une immense armée perse, n'est-ce pas? Et non, même après que Léonidas eut dit aux autres Grecs de rentrer chez eux, les hommes de Thespie n'avaient pas peur non plus. Ils refusèrent d'abandonner les Spartiates, et 700 d'entre eux se tinrent aux côtés de Léonidas, lorsque leur destin funeste arriva plus tard ce jour-là. Le dernier combat de Léonidas n'était pas seulement une question d'honneur et de fierté. En restant pour affronter la cavalerie perse, Léonidas et ses hommes se sacrifièrent pour que les forces grecques restantes aient le temps de s'échapper. Beaucoup des hommes qui échappèrent à Thermopyle seraient présents lorsque les Grecs repoussèrent finalement Xerxès une fois pour toutes. Comme les Thespiens, une force de 400 Thébains resta également pour affronter les Perses,
mais ils n'étaient pas aussi fiers que leurs alliés. Alors que chaque Spartiate et Thespien fut abattu lors de l'assaut final des Perses, les Thébains dirent « tant pis » et se rendirent. Léonidas rencontra finalement sa fin lors de l'assaut final perse, abattu par les archers perses. Une fois le roi mort, les deux camps commencèrent à se battre fébrilement pour s'emparer de son corps. Les Spartiates, dans un dernier effort vaillant, parvinrent à prendre possession du corps de leur roi, mais tout cela fut vain. Finalement, chaque dernier Spartiate restant rejoignit Léonidas, et les Perses mirent la main sur les restes du roi. Les soldats perses amenèrent immédiatement le corps de Léonidas devant Xerxès, qui avait un plan troublant pour lui. Pour Léonidas, la mort n'était que le début. Les coutumes perses stipulaient que les restes des chefs ennemis devaient être honorés. Mais Xerxès n'était pas d'humeur généreuse lorsqu'il posa les yeux sur le corps de Léonidas. Il venait de passer 2 jours à regarder cette petite armée tuer des milliers de ses hommes, et il était absolument furieux. Dans un acte de sacrilège, Xerxès ordonna à ses hommes de couper la tête de Léonidas et de la monter sur un pieu. Puis, comme si cela ne suffisait pas, il fit crucifier le corps. Xerxès fit de son mieux pour humilier et profaner les restes de Léonidas, mais il ne put empêcher la légende du roi spartiate de grandir. Presque immédiatement après la mort de Léonidas, Sparte commença à le vénérer comme un héros. Son héritage fut tel que les Spartiates parvinrent à ramener ses restes chez eux 40 ans après la bataille, où ils l'enterrèrent avec tous les honneurs. Le culte de Léonidas perdura pendant des siècles après sa mort. Mais même avec toute cette gloire, nous ne pouvons pas oublier son arbre généalogique tordu. Bien que le nom de sa mère se soit perdu dans l'histoire, nous savons un fait troublant à son sujet. Elle était la nièce de son père. Comme si cela ne suffisait pas, quand vint le moment pour Léonidas de trouver une épouse, il s'inspira sombrement de son père. Bien que ses frères aînés Cléomène et Dorius se détestaient profondément, aucune source historique ne mentionne ce que Léonidas lui-même ressentait pour ses proches. Il ne devait pas tant détester Cléomène, cependant, car il finit par épouser sa fille, la belle Gorgos. C'est exact, tout comme son père, Léonidas épousa sa propre nièce. Quant à son héroïque dernier combat contre les Perses, vous pouvez encore visiter Thermopyles aujourd'hui. Si vous le faites, vous trouverez une statue d'un lion érigée là où Léonidas livra son dernier combat. La bête de pierre porte une simple inscription gravée en grec. Viens les prendre. Si vous avez aimé découvrir la vie fascinante du roi Léonidas Ier, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu incroyable.